Oui. Alors bonjour à tous, merci d'être avec nous pour le premier live du Forum français de la jeunesse, Live Jeunesse. Alors le Forum français de la jeunesse réunit 15 des principales organisations de jeunes, gérées et animées par des jeunes de moins de 30 ans, qu'elles soient syndicales, associatives, politiques et mutualistes. Et notre objectif, c'est de faire s'exprimer les jeunes sur les sujets de société, sur les sujets les concernant. Depuis 2016, nous avons organisé une vaste campagne dont les lives jeunesse sont l'un des derniers éléments. Alors Sacha Houlier, délégué national En Marche, cofondateur des Jeunes avec Macron, va inaugurer ce temps de nos campagnes. Donc ça s'inscrit dans le cadre de ce que nous avons lancé depuis début 2016 avec le livre blanc, 22 propositions que vous avez pu consulter déjà depuis plusieurs mois maintenant. Je rappelle aussi que nous avons lancé une plateforme participative Bouscule la politique et que vous pouvez sur ce temps tweeter en direct sur le hashtag Live Jeunesse, poser des questions et si nous avons du temps, Sacha Houlier pourra y répondre. Donc bonjour Sacha, merci de nous accueillir. Donc première question, alors à l'heure actuelle, il existe 238 critères jeunes dans les politiques publiques nationales. Par exemple, le RSA est ouvert à partir de 25 ans seulement. Trouvez-vous normal que les politiques jeunesse aient ces critères-là? Moi déjà, ce que je trouve pas normal, et ce qui a été l'essentiel de mon engagement avec Emmanuel Macron, c'est qu'on ne s'adresse pas aux jeunes spécifiquement. On s'adresse aux citoyens qui sont, et on s'adresse finalement à tous les gens qui sont dans la difficulté et qui ont besoin. Alors, effectivement, quand on parle des gens qui sont en difficulté, on a les jeunes parce que souvent, c'est des questions de précarité pour l'accès au premier emploi, des questions de précarité pour l'accès au premier logement, des questions d'autonomie financière, et donc c'est directement lié à l'emploi, des questions de formation professionnelle avec des sorties scolaires qui se posent très tôt. Et donc, dans les politiques publiques qu'on a développées dans le programme qui est le nôtre, elles ont pour objectif de répondre à des questions de formation initiale, de formation continue, de réinsertion professionnelle, et notamment par l'extension des garanties jeunes, et après de traitement sur quand on retrouve un emploi, quelle garantie on a, 1, d'être logé immédiatement, 2, d'être mieux payé, et 3, d'être finalement mieux accompagné tout au long de sa vie. Alors, sur toutes les protections qui existent, qu'il s'agisse de santé ou qu'il s'agisse de versement de prestations sociales, comme ça a été évoqué. D'accord. Alors, 83% des jeunes aujourd'hui disent vouloir s'engager, mais la moitié d'entre eux s'expriment aussi pour dire qu'il est parfois compliqué de s'y retrouver dans les différentes formes d'engagement. Alors que propose Emmanuel Macron pour encourager, faciliter l'engagement des jeunes? D'abord, il y a une spécificité qui est celle de notre mouvement. C'est donc les Jeunes avec Macron qu'on a cofondé en mai 2015. C'était l'idée que nous, on a tout créé de toutes pièces pour défendre la loi Macron, à l'époque où il n'existait pas encore En Marche. Et finalement, on était associé à la campagne du candidat tout en l'ayant précédé. Et puis, Emmanuel Macron nous a dit une chose qui nous a beaucoup marqué dès le départ, c'est qu'il nous a dit « faites ce que vous voulez, vous êtes libre de parler en mon nom ». Donc c'est un peu nouveau quand on connaît ce qui se passe en politique. Donc après, il y a l'engagement qui est l'engagement politique, l'engagement qui peut être l'engagement syndical, et le bénévolat. Alors, 3 types de réponses qui sont à chaque étape de la vie citoyenne. Engagement politique. D'abord, il y a un grand plan de rénovation de la vie politique qui est entrepris par Emmanuel Macron. Donc, c'est celui du non-cumul des mandats, qui a déjà été fait sous le précédent quinquennat, c'est le non-cumul des mandats de fonction exécutive locale avec les parlementaires. C'est le renouvellement qu'on entend assurer dans le cadre de la sélection de nos candidats législatives. C'est l'interdiction du cumul des mandats dans le temps, qui donnera un sacré coup de boost pour renouveler les jeunes. Nous, on a, sur les structures associatives, une autre réponse, qui est le fait que, notamment chez les Jeunes avec Macron, c'est 70% de primes engagées. Donc on a demandé en fait, aux gens si c'était leur premier engagement. Et sur les 21 000 adhérents dont on revendique, qui sont inscrits sur le site Jeunes avec Macron, 70% c'est leur premier engagement. Ça se passe dans la structure politique qu'on conduit. Sur les structures associatives, on encouragera, et on s'est rendu à la FEV pour encourager le développement du service civique. On avait assuré qu'on tiendrait tous les engagements qui avaient été ceux pris sous le précédent quinquennat. Et puis sur la forme syndicale, qui est un autre type d'engagement, on a choisi dans le programme qu'on développe de redonner totalement la place aux syndicats sur la façon dont ils vont organiser la vie de l'entreprise. Donc c'est la façon dont on dit finalement, on a un code du travail dont on maintient les plus grandes dispositions,
égalité salaire homme-femme, 35 heures, salaire minimum, qui est l'essentiel de la plateforme. Et ensuite, on renvoie à l'organisation de la vie dans l'entreprise, ce qui finalement remet le syndicat au centre du jeu, dans la négociation qu'il peut avoir sur les normes. Et on l'a vu notamment sur le travail dominical, où les gens ont réussi à être payés 3 fois plus, alors que la loi prévoyait, si on avait écouté ceux qui voulaient l'encadrer, 2 fois plus. Donc on a des libertés, et donc ça amènera non seulement les jeunes, mais tous les citoyens, parce que nos politiques, elles sont pas seulement pour les jeunes, il y a des dispositions spécifiques, on y viendra, mais tous les citoyens à s'engager dans des structures participatives qui construisent la vie dans les entreprises et dans la vie publique. D'accord, merci. Alors, troisième question. Selon une étude de l'INSEE en 2012, un quart des 140 000 SDF étaient des moins de 30 ans. C'est une préoccupation importante pour le Forum français de la jeunesse. Et donc, du coup, vous, qu'est-ce que vous proposez pour améliorer l'accès au logement pour les jeunes? Alors, déjà, dans le sujet que tu poses, je tutoie, hein, il y a deux sujets. Il y a un sujet logement qui est celui pour les plus précaires, Oui. et un sujet logement jeune. Oui. Alors, sur le sujet logement pour les plus précaires, Oui. d'abord, il y a le fait que les gens qui sont dans la rue, ils n'ont souvent pas accès aux minima sociaux. Parce qu'ils n'ont pas d'adresse, parce qu'ils n'ont pas de compte, et parce qu'il y a une coupure totale avec ce qu'est la société française. Donc, nous, on entend garantir par le service public et la Poste une adresse postale à tous les SDF, de sorte qu'on puisse leur verser des prestations sociales. Il n'y a plus de SDF. Et qui est plus dans l'objectif final, c'est celui-ci. Après, le garantir aujourd'hui, je pense que c'est encore malheureusement mentir aux Français. 2, sur la politique de grande précarité, passer de l'hébergement d'urgence à de l'hébergement dans la durée. C'est-à-dire tous les fonds qui sont alloués aujourd'hui pour loger des gens dans des hôtels, qui reprennent des fonds colossaux, les passer sur des fonds où on donnera de l'argent à des associations qui les géreront, qui loueront des logements dans les zones tendues et qui feront de la domiciliation fixe ou dans la durée de personnes qui sont en grande difficulté, de sorte qu'on puisse finalement les réinsérer et les suivre. Ça, c'est pour les politiques spécifiques sur la grande précarité. Pour les jeunes, 2 mesures au moins sur le logement. D'abord, une construction de logements, parce qu'aujourd'hui, dans les zones tendues, il y en a insuffisamment. On n'a pas rempli les objectifs qui étaient ceux du précédent quinquennat. Donc, il y a 80 000 constructions de nouveaux logements pour les jeunes. Et il y a une ventilation de cette construction, 60 000 pour des étudiants et 20 000 pour des apprentis ou des jeunes travailleurs. Sur tout le quinquennat. Sur tout le quinquennat. Et d'une deuxième part, parce qu'on ne peut pas considérer que les constructions sont suffisantes, il y a une mobilisation du parc de logements sociaux qui serait dirigée directement vers les jeunes, 30 000 places dans les logements sociaux, ce qui permettrait d'assurer une chose, c'est qu'on donne des logements sans condition de garantie, sans condition finalement de dépôt, ou de garant, qui est souvent un gros blocage, et qui fait que finalement on ouvre ces places. Et dernier dispositif, le bail mobilité, qui est un bail qui est réduit, qui peut faire aller de 3 mois à 1 an, qui, sur des périodes de stage, de formation professionnelle ou d'études, lorsqu'on va faire des études sur une ville pour 1 an, eh bien, on enlève également les conditions de dépôt de garantie, et on a des baux très courts qui permettent finalement de donner un peu plus de flexibilité pour que tout le monde trouve un logement et ne soit pas enfermé dans le dispositif qu'on connaît aujourd'hui. Très bien, merci. Alors, question importante ensuite, la question de l'emploi des jeunes. On voit que les jeunes sont plus exclus que les autres du marché du travail, qu'en principe, aujourd'hui, on est autour près d'un jeune sur 4 qui est sans emploi, et beaucoup plus dans, par exemple, certaines régions, les départements d'outre-mer, ou les quartiers populaires, où on atteint parfois 50, je crois que c'est 55% à Mayotte. Qu'est-ce que vous comptez faire pour l'emploi des jeunes? D'abord, là c'est pareil, il y a une réponse qui est en 3 temps. D'accord. Et en fonction des publics auxquels on s'adresse. Première chose, c'est d'abord la formation professionnelle. Les formations professionnelles, j'entends formation initiale ou formation continue. Comment finalement on organise l'insertion professionnelle dès le départ. Deuxièmement, c'est les mécanismes de rattrapage que je décrivais au départ. Et troisièmement, c'est les politiques spécifiques qui sont conduites pour les jeunes qui sont en difficulté et qui peuvent être les jeunes des quartiers qui subissent une discrimination, il faut le dire, parce que c'est ce qui existe, la discrimination faciès, le fait que quand vous habitez notamment en Seine-Saint-Denis, vous avez bien moins de chances de trouver un travail. Et moi j'ai un autre exemple qui est celui d'une réunion du Val d'Oise où j'ai été vendredi dernier, où il y a une dame qui me dit, moi mon fils il a un grand diplôme d'une école privée, en plus je ne sais plus si c'était une école de commerce réputée ou des ingénieurs, mais peu importe. Et il me disait, à partir du moment où on a déménagé à Sarcelles, personne ne lui a répondu. Il s'est domicilié chez son oncle à Paris, il a eu des réponses de toutes les grandes entreprises. Donc qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on donne de la visibilité sur les filières professionnelles, les filières qui embauchent. Donc c'est-à-dire que toutes les écoles, tous les établissements du
du secondaire et supérieur devront dire quels sont les taux de professionnalisation. Deux, toujours dans cette même optique de dire qu'est-ce qu'on fait pour l'insertion professionnelle dès le départ. Deux, on permet des mécanismes de rattrapage lorsqu'on suit une formation. C'est-à-dire que lorsque vous êtes rentré à l'université, lorsque vous suivez une formation du supérieur, et que vous n'avez pas les prérequis, on vous dira que vous n'avez pas les prérequis, et on vous permettra d'anticiper en préparant la formation que vous allez suivre. Pour pas que vous soyez dans une voie que finalement dans laquelle vous ne pouvez pas réussir parce que vous n'avez pas les mêmes chances au départ. 3. On assure des ouvertures sur de la formation professionnelle par des apprentis. Et des apprentis pas seulement au niveau CAP, BEP ou Bac Pro, mais BTS, licence pro, y compris l'alternance sur les doctorants, pour faire de l'insertion professionnelle sur les plus qualifiés, pour pas qu'on dise, donc on arrive sur une mesure qu'on entend souvent, vous êtes trop qualifié pour le poste. Ça, et ça, c'est pour la formation initiale. Deuxièmement, sur les gens qui sont déjà dans l'emploi, il y a un grand plan de formation professionnelle qui est prévu à hauteur de 15 milliards d'euros et qui entre dans le cadre de l'assurance chômage pour tous, qu'on donne si jamais Emmanuel Macron est élu président. Assurance chômage pour tous, obligation de formation professionnelle, avec bilan de compétences au départ, des formations professionnelles qui ne sont plus celles que l'on connaît aujourd'hui, formations journalières ou hebdomadaires, mais des formations minimum mensuelles et maximales annuelles, avec 1 mois, 2 mois, 6 mois et 12 mois de formation professionnelle. Et derrière, l'obligation d'accepter la première ou la seconde offre d'emploi. Et dernière chose, qui est celle sur les quartiers spécifiques, alors j'aurais pu parler aussi de la garantie jeune qu'on étend, garantie jeune qui est la façon dont on récupère tous les gens qui n'ont plus de formation professionnelle, qui n'ont plus d'accès dans une école, et qui seront ces 200 000 garanties jeunes qui seront ouvertes au travers des missions locales notamment. Et dernière chose pour les quartiers, qu'est-ce qu'on a fait pendant très longtemps? On a dit aux boîtes, on crée des zones franches urbaines, et si vous allez vous installer dans la zone franche, vous avez un dispositif d'exonération fiscale ou de charge sociale. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Les boîtes, elles sont allées à la plaine Saint-Denis, elles ont mis des grandes enseignes et elles ont embauché des Parisiens. Donc en fait, bénéfice nul. Donc nous, ce qu'on a dit, on va changer la logique. On a des zones dans lesquelles on sait qu'il y a une très forte taux de chômage des jeunes. Donc si les boîtes, et quel que soit l'endroit du territoire où elles sont installées, elles embauchent des jeunes qui sont issus de ces quartiers où il y a le taux de chômage qui est le plus important, parfois jusqu'à 50%, et ben là, elles ont accès au dispositif d'exonération de cotisation qu'on prévoit, qui est un dispositif qui est de 15 000 € sur 3 ans. Et c'est conditionné à une embauche en CDI. Et à la zone géographique. Et à la zone géographique dont est issu le jeune en question. D'accord. À l'heure actuelle, les dispositifs, alors on parle aussi d'une autre inégalité, de mobilité internationale concernent essentiellement les jeunes les plus diplômés. Et pourtant, la mobilité internationale et européenne est fortement encouragée. Alors, que comptez-vous faire pour améliorer l'ouverture de ces dispositifs aux jeunes les moins diplômés ou aux personnes qui sont en situation de décrochage scolaire? Justement, ça rentre exactement dans le cadre de ce qu'on écrit au départ, sur une forme de dévalorisation des formations professionnelles. Ouais. D'abord, une dévalorisation culturelle, c'est de dire c'est moins bien parce que c'est pas une réussite sociale, alors que toutes les personnes qui s'insèrent dans l'emploi, parce que nous, on se revendique le candidat du travail, donc on considère que d'avoir un emploi et d'avoir finalement un débouché professionnel à la formation qui est suivie, c'est nécessairement une bonne chose. Et que donc, il fallait valoriser ces filières. Donc je disais qu'on en ouvrait 100 000, mais dans le même temps, on souhaite que l'Erasmus, qui a été créé à la seule destination des étudiants, puisse bénéficier à tous les apprentis. Donc sur les filières professionnelles que j'ai décrites au départ, dans un âge plus jeune que celui des étudiants, parce que dès les formations du lycée. Et donc c'est 200 000 ouvertures d'Erasmus qu'on prévoit. Et alors là par contre j'ai un trou parce que je ne sais pas si c'est sur le quinquennat ou si c'est par an, mais je me réserve le droit bénéfice du doute. Ouais, le bénéfice du doute. D'accord. Vous pouvez vérifier voilà. Sur le programme. Autre question, que pensez-vous, parce que nous on a travaillé sur les questions d'environnement au Forum Français de la Jeunesse, question qui importe beaucoup pour notre génération. Ouais. Que pensez-vous de la proposition d'interdiction des perturbateurs endocriniens et quelle est la position de votre candidat? Alors ça, pour le coup, j'ignore sa position sur le sujet spécifique. Peut-être sur du coup la politique environnementale. Ce que je peux vous dire, c'est que d'abord, il y a un constat de ce qui existe. Donc, ce qui existe, c'est que le candidat que moi je soutiens, c'est celui qui fait le constat de l'ère des grandes transformations. Donc des grandes transformations par rapport à l'exposition au risque terroriste, par rapport à l'encadrement de la mondialisation, par rapport à la transformation de nos métiers,
et par rapport à la transformation environnementale qui va nous tous nous toucher. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus vivre à crédit sur la planète, comme c'est le cas, puisque je crois que dès le mois de septembre, on consomme des choses qu'on ne devrait pas finalement consommer. Donc qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? D'abord, il y a un accord qui a été ratifié l'année dernière, c'est l'accord de COP21 à Paris sur le climat, dont Emmanuel Macron a d'ores et déjà dit qu'il ne serait pas suffisant pour obtenir, pour d'abord réduire nos émissions de CO2 et surtout pour transformer notre économie. Et donc, si Emmanuel Macron est élu, il y aura tout un dispositif de transformation environnementale qui est prévu. Donc c'est un investissement à hauteur de 15 milliards d'euros, notamment pour ramener notre production d'énergie vers de l'énergie verte à 50%, à objectif 2025, si je ne me trompe pas, et qui fera qu'on fera un plan quinquennal dans lequel tous les appels d'offres qui seront du photovoltaïque, de l'éolien offshore, sera annoncé pour qu'on ait finalement un plan privé qui soit adossé à l'investissement public, pour que le tout fasse un impact de 30 milliards d'euros, et qui non seulement aura un effet bénéfique pour notre production énergétique, mais aura aussi un effet bénéfique pour les créations d'emplois et pour la redirection de notre économie vers de l'économie verte. Ça, c'est une première chose. Et il y a une deuxième chose, c'est l'accompagnement des ménages, parce que ça, c'est ce que je vous décris sur la consommation globale, mais l'accompagnement, des producteurs et des ménages. Alors, les producteurs, c'est offrir des débouchés professionnels dans nos circuits courts et nos circuits biologiques. C'est-à-dire qu'on peut encourager, on a des plans d'accompagnement sur l'agriculture biologique, transformation des exploitations, rémunération des services environnementaux des agriculteurs, et puis l'ouverture, c'est-à-dire que la restauration collective se verra obligée de se fournir à 50% chez les producteurs qui sont des circuits courts ou des circuits bio. Et enfin, la dernière question qui est celle de l'accompagnement des ménages. Et là, trois exemples même, ça fait beaucoup. Premier exemple, d'abord une rénovation d'1 million de logements qui sont des passoires énergétiques. Oui. C'est-à-dire qu'on donnera des aides pour rénover des logements pour que finalement on n'ait plus le gâchis d'énergie qu'on connaît aujourd'hui. Et ces aides, elles sont données selon un dispositif simple, c'est-à-dire que plutôt que de donner un crédit d'impôt après, ce qui nécessite aux ménages souvent d'avancer de l'argent, ben là, on donnera l'argent avant même le commencement des travaux. Donc évidemment, ce sera conditionné à une vérification que les travaux ont bien été réalisés, parce que ce n'est pas des aides qu'on entend donner dans la nature, mais en tout cas, c'est pour permettre et donner de l'accessibilité pour que les travaux soient réellement engagés. Et puis, dernière chose, c'était, et ça nous a été reproché aussi, la question dont on sort du diesel. Aujourd'hui, on a une difficulté par rapport aux véhicules diesel, qui fait qu'on a très longtemps encouragé l'achat de véhicules diesel par une fiscalité plus basse sur le diesel, et pour autant, c'est des ménages qui, aujourd'hui, pas forcément beaucoup de moyens, qui ont des vieux diesel, qui on demande de les changer. Donc qu'est-ce qu'on fait? On accorde une prime de 1 000 € pour changer de véhicule, pour les véhicules qui sont les normes Euro les plus anciennes, 1, 2 et 3, en diesel, et pour qu'ils achètent des véhicules hybrides, ou des véhicules diesel plus récents, ou des véhicules essence, les plus récents et aux normes les plus restrictives. Et cette prime de 1 000 €, ce sera non seulement sur les véhicules neufs, mais aussi sur les véhicules d'occasion. Ce qui fait que finalement, vous ne serez pas empêché parce que vous êtes moins aisé ou si vous avez moins de moyens pour suivre la transition énergétique. Très bien, merci à toi. Alors, on va poser une dernière question qui nous est envoyée par nos partenaires des DOM-TOM, notamment le Conseil départemental de la jeunesse de Martinique et le Forum réunionnais de la jeunesse, qui du coup voulait poser à l'équipe d'Emmanuel Macron la question suivante. À savoir que quand on parle des DOM-TOM, on a tendance à les voir comme un tout global unique, alors qu'il y a beaucoup de particularités sur chacun de ces territoires-là, notamment des spécificités sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, et que les jeunes aussi qui vivent sur ces territoires-là ont des difficultés propres. Et du coup, leur question, c'était de savoir s'il y avait un programme, une action spécifique jeune pour les DOM-TOM pour améliorer leurs conditions de vie. Alors, dans la logique qui est la nôtre et que je décris au départ, on n'a pas de programme spécifique qui touche une catégorie de la population. En revanche, pour ce qui était des propositions, on connaît un peu les spécificités des DOM-TOM, parce qu'on sait que, enfin DOM-COM maintenant, je devrais me rectifier, on sait très bien que le multiculturalisme qu'on connaît à La Réunion n'est pas du tout la même situation de fait que l'on peut connaître en Guyane, où d'ailleurs toute la population est concentrée quasiment sur le littoral, ou les questions martiniquaises. Mais par contre, il y a des questions qui se rassemblent sur, des questions d'insularité et de fort coût de la vie, oui. Donc la façon dont finalement on maintient des régimes d'exception fiscalement pour qu'on ait des populations qui vivent et que ce ne soit pas forcément réservé aux personnes qui sont des personnes
viennent travailler de l'Hexagone dans ces DOM ou ces COM. Et puis après, il y a ce qui est vraiment prévu de notre part pour ces territoires, c'est des plans d'investissement qui sont spécifiques. Donc là, on sait qu'il y a des besoins très importants sur les hôpitaux pour ce qui concerne la Guyane. On sait également qu'il y a des besoins très importants en infrastructure routière, et ça a déjà été le cas, ça a commencé à La Réunion, puisque c'est la grande route littorale qui est maintenant presque achevée. Mais en tout cas, il y a des réponses qui sont des réponses matérielles et concrètes sur des plans d'investissement d'équipement collectif, qui figurent dans notre programme, c'est un plan de 5 milliards d'euros. Alors je rappelle que tout ça, tout ce que j'annonce, fait l'objet d'un chiffrage spécifique et assez large, où on a 50 milliards d'euros d'investissement et 60 milliards d'euros d'économie, qu'on finance notamment par la numérisation d'une certaine nombre de pratiques, par finalement certaines réductions de postes dans le cadre de la numérisation et dans le cadre de la contractualisation qu'on peut avec les collectivités. Mais pour ce qui est des politiques spécifiques aux Outre-mer, elles sont définies avec les collectivités locales qu'on a déjà rencontrées tout au long de la campagne. Très bien. Alors, c'est la fin du premier temps de ce live. Maintenant, je vais laisser la place à Clivia. Alors, pour rappel, le Forum français de la jeunesse a organisé 5 soirées débats dans lesquelles les jeunes pouvaient venir sur des thématiques, s'exprimer, poser des questions et établir des propositions, et du coup à destination des candidats pour les interpeller. Et donc, Clivia a accepté volontairement de poser au nom de ces différents groupes les questions qui ont pu être soulevées dans ces soirées, ainsi que les questions qui figurent sur notre site bousculelapolitique.fr, et enfin les questions de notre partenariat avec YouReport, qui est géré par UNICEF France, qui est un outil de mobilisation des jeunes, et donc va faire l'intégralité de ces questions pour ce deuxième temps. Bonjour. Bonjour. Alors du coup, la première question, elle entre en résonance directement avec l'actualité brûlante. Quelles mesures comptez-vous mettre en place afin de lutter contre la corruption des élus de la République ? C'est très simple, c'est une disposition qui sera imposée à nos candidats qui sont choisis par la Commission nationale d'investiture et qui vont commencer à être annoncés, et qui sera imposée dans la loi si nous n'avons jamais été élus. Et ce qui fait que si vous avez une condamnation à votre casier judiciaire, si vous avez une peine d'inéligibilité, vous ne pourrez plus être candidat aux fonctions électives dans notre République. D'accord, ça c'est clair. Sur un autre thème, êtes-vous pour ou contre le droit de vote des étrangers en situation régulière résidant en France depuis plusieurs années ? Alors, ça, mon candidat s'est pas engagé sur cette proposition. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit étudier. D'abord parce que c'est une promesse qu'on reporte depuis bien trop longtemps. Et puis parce que je vois pas pourquoi des gens qui paieraient des impôts sur le territoire français, finalement, et qui ont souvent des travaux, et qui en plus sont en situation régulière, ne pourraient pas avoir le droit de participer à une vie citoyenne en France. Vous ne savez pas vraiment non plus. Non, moi je ne sais pas si Emmanuel Macron l'a dit, ça c'est sûr. En revanche, ce que je vous livre un avis personnel ici. D'accord. Que pensez-vous alors du coup de la création d'un visa humanitaire ? Ça c'est quelque chose à laquelle on est attaché, parce que d'abord nous on a fait très tôt un constat qui était celui du drame de la migration lorsqu'elle notamment elle vise l'asile politique. Bon, je ne dis pas que la migration économique est moins dramatique, mais elle est à mettre sur un autre plan. Donc on fait une distinction entre l'asile politique et l'immigration économique. Pour l'asile politique, on a d'abord estimé qu'il fallait pouvoir étudier très rapidement les procédures, donc les raccourcir, de sorte qu'il y ait une décision en 6 mois maximum, recours inclus. Et que, dans la mesure du possible, on puisse auditionner les demandes des ambassades françaises ou des consulats français dans les pays en difficulté ou, lorsque ce n'est pas possible, dans les camps de réfugiés, et qu'on puisse rapatrier nous-mêmes les demandes d'asile. Pourquoi ? Parce que finalement, c'est la seule façon de mettre un terme au réseau de passeurs et au drame des noyades, des accidents en Méditerranée, notamment, parce que ce n'est pas que la Méditerranée qui est concernée, et parce qu'aussi ça nous permet également de nous coordonner au niveau européen et de remettre en cause un principe qui aujourd'hui est inapplicable, et d'ailleurs la cause de grandes difficultés, qui est les accords de Dublin, qui fait que s'occupent des réfugiés les pays dans lesquels ils mettent le premier pied. Donc la Grèce et l'Italie, dont on connaît les difficultés aujourd'hui. Et donc qui répartit l'effort européen dans la mesure où on est capable de trouver des ententes au niveau européen. Donc ça c'est pour l'asile politique. Et pour la migration économique, c'est des choses qu'on doit définir ensemble, et qu'on doit définir notamment avec les pays dans lesquels les gens partent, et donc qui sera conditionné aux aides au développement qu'on alloue, et qui permettront justement, en coordination avec les pays de départ, de déterminer des quotas de migration, de déterminer la délivrance de visas, et d'allouer des aides de développement d'abord au niveau de corruption des États pour pas qu'il y ait une
dilapidation de ce qu'on verse comme aide au développement, et surtout au contrôle des frontières, parce que c'est aussi aux États d'assurer le contrôle de leurs frontières extérieures. Écoutez, merci pour ces éléments de réponse. Les prochaines questions nous viennent directement du partenaire du Forum français de la jeunesse, l'UNICEF France, et de son outil à destination des jeunes YouReport. La question qui a été posée notamment aux jeunes YouReporters sur les réseaux, c'était quelles questions ils souhaiteraient poser à un candidat à la présidentielle. Et donc voici la question d'Emilien, 16 ans. Vous avez un peu répondu tout à l'heure. Pensez-vous que les efforts fournis pour la préservation de l'environnement sont suffisants? Et du coup, pour aller plus loin sur ce thème, quelle est la position d'En Marche sur le nucléaire? Alors, pour ce qui concerne les efforts suffisants, à l'évidence non, parce que j'ai dit que ce qui avait été adopté dans la COP21, c'était pas suffisant, on devrait aller plus loin, et que par ailleurs, il y en a d'autres qui se sont rendus compte, parce qu'aujourd'hui, on a entendu beaucoup de Donald Trump faire campagne sur la remise en cause des accords de Paris, et qu'aujourd'hui, lui-même se rend compte que d'abord, il devra probablement les appliquer, et que ça a beaucoup de sens de les appliquer, parce que c'est des mesures économiques qui sont judicieuses, et c'est des mesures qui, par ailleurs, sont pertinentes pour la sauvegarde de notre planète. Pour ce qui est du nucléaire, on a choisi de suivre le plan de sortie, d'accompagnement de la sortie du nucléaire progressif. Atteindre 50% de la production du nucléaire dans notre pays à l'horizon 2025, si je ne me trompe pas, ou 2030. Bref. En tout cas, le plan qui est aujourd'hui celui qui est prévu. Pourquoi on a choisi ce plan-là? Parce que d'abord, on a aujourd'hui une grande indépendance énergétique, mais qui n'est pas la seule raison, et qui n'est pas la bonne raison, et qui est finalement notre production qui est dépendante totalement du nucléaire. Donc, il faut sortir progressivement pour rénover nos filières, d'abord. Il faut ensuite assurer notre économie, parce que si c'est pour sortir du nucléaire et remettre des centrales à charbon, comme ça a été le cas lorsque ça a été fait en Allemagne, ça n'a pas de grand sens économique ou de grand sens dans la transformation énergétique qu'on veut conduire. Et puis par ailleurs, on a un sujet à traiter, qui est un sujet important, et qui implique que nous, on a choisi aussi de réduire de façon importante la part du nucléaire dans notre économie, c'est la façon dont on traite les déchets. Parce qu'aujourd'hui, personne ne sait combien coûtera le traitement des déchets du nucléaire. Et donc c'est un chantier qu'on entend conduire dans notre quinquennat, mais sans précipitation ni par ailleurs annonce qu'ensuite on ne serait pas en mesure de tenir, parce que c'est des promesses, on a choisi aussi de faire des promesses qu'on tiendra toutes, et donc c'est une réduction raisonnée de la part du nucléaire dans notre économie. D'accord, une question de Laura, 17 ans. Que comptez-vous faire concrètement pour lutter contre l'extrême pauvreté? Alors justement, j'avais commencé à répondre sur le fait que d'abord, on alloue ce service public obligatoire qui sera assuré par la Poste pour les aides. Pour ce qui concerne ensuite les personnes, alors là c'est plus les personnes âgées, mais on a prévu d'augmenter le minimum vieillesse notamment. Et puis alors, il y a évidemment le versement des prestations sociales, je ne l'ai pas évoqué, le versement des prestations sociales auxquelles les gens ont droit en un seul versement, pas qu'on court après toutes les aides sociales et qu'on sache à quoi on a le droit et que ce soit versé au début du mois, pour ce qui est des prestations générales. Et puis après, pour les travailleurs qui sont des travailleurs pauvres, et bien que le travail paye mieux. C'est-à-dire que si jamais vous votez Macron, vous gagnerez plus sans travailler plus. Je m'explique. Vous prendrez votre fiche de paye, et on supprimera les cotisations salariales, maladie et chômage, 3,1 points. On transférera ces cotisations vers la CSG, 1,7 points en plus, ce qui fait que votre salaire net sera plus proche de votre salaire brut. Ça, couplé avec l'augmentation de la prime d'activité, pour un salarié qui est au SMIC, donc, qui gagne aujourd'hui 1100 et quelques euros par mois, eh bien, il verra à l'année son salaire augmenter de 1200 euros. Ce qui fait qu'il aura un 13e mois. Et enfin, une question d'Elsa, 15 ans, qui reprend la préoccupation principale de notre génération et du Forum français de la jeunesse. Comment allez-vous faire en sorte de ramener les jeunes au cœur des décisions politiques? Alors, nous, on a essayé tout au long de cette campagne, les jeunes avec Macron, de démontrer que les jeunes avaient leur place auprès d'un candidat à la présidence de la République et que par ailleurs, ils avaient ils avaient leur mot à dire dans la campagne. Donc, ça, c'est pour ce qu'on a fait. Et pour ce qu'on va faire, d'abord, moi j'ai parlé de ce qu'on a. Pour législative, il y a un premier pas qui sera fait. Et puis après, il y aura d'autres élections. Et En Marche n'a pas l'intention de s'arrêter après l'élection présidentielle ni après l'élection législative. Et donc, le renouvellement qui est ouvert aux jeunes dans ce cadre-là et qui mettra en œuvre la probité, la parité, la pluralité des opinions politiques et puis finalement le non-cumul des mandats à la fois dans le temps mais dans les fonctions exécutives, conduira nécessairement des jeunes à prendre des places électives pour changer une société. Très bien. Alors une question qui nous vient
du Facebook Live directement. Comment comptez-vous lutter contre les inégalités scolaires? Alors, il y a plusieurs types d'abord d'inégalités. Il y a celles qu'on prend, et ça a été dit très tôt par les candidats, dès la racine, dès le plus jeune âge. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, dès votre plus jeune âge, il y a souvent beaucoup de choses qui sont liées à votre environnement, à votre origine géographique ou à votre origine sociale. Ce qui fait que finalement, on ne peut pas... le rôle de l'État, notre rôle à nous, c'est de remettre toutes les personnes sur la même ligne de départ. Après, elles pourront concourir différemment. Usain Bolt qui courra toujours plus vite que moi. Par contre, on doit être tous sur la même ligne de départ. Et pour ça, on concentre les politiques de façon différente vers les publics qui ont des difficultés qui sont différentes. Et donc, on divise dès l'école primaire les classes par deux en CP et CE1 pour les zones REP, donc en donnant beaucoup plus de moyens, des classes à 12 élèves par classe, et ça dès la prochaine rentrée. Et donc on mettra soit deux professeurs par classe, soit des professeurs, soit en ouvrant des classes dans des préfabriqués. Là c'est pour la plus petite école, avec autonomie des enseignants, des enseignements pour qu'ils parviennent finalement à la fin de l'école primaire à un résultat, qui est celui du lire, écrire, compter, le socle commun qui permet ensuite d'avoir les chances égales au collège unique que l'on conserve. Et puis après, la visibilité sur les filières professionnelles, la visibilité sur la professionnalisation des filières, pardon, l'ouverture des 100 000 filières professionnelles pour donner du travail aux jeunes, et finalement, puis la garantie jeune évidemment, qui rattrape tous ceux qui sont en situation de grand échec scolaire. Et dans cet ensemble cohérent, on a d'abord des mesures spécifiques pour ceux qui en ont le plus besoin de l'école primaire, des mesures de rattrapage et des mesures de débouché pour tous ceux qui aujourd'hui considèrent trop souvent ou parfois l'école comme quelque chose qui enferme, empêche ou finalement ne permet pas de se réaliser. Une deuxième question qui nous a été posée par les internautes qui nous regardent. Êtes-vous pour le pass contraception pour les jeunes et comment le mettre en place et que contiendra-t-il? Alors, à l'évidence, le pass contraception, je pense que c'est une très bonne idée. Donc on est pour. Et on est pour autre chose, c'est-à-dire que d'abord, on a estimé qu'il y avait un gros problème de défaut des médecines scolaires. Donc qu'est-ce qui manque notamment et comment on pourrait démocratiser le pass contraception? C'est de renforcer la médecine scolaire qui aujourd'hui est insuffisamment pourvue. Alors la renforcer comment? D'abord, on a un dispositif qu'on a prévu, c'est la façon dont on va envoyer les étudiants en santé, et je dis étudiants en santé parce que ça concerne les étudiants en médecine, les infirmiers ou les aides-soignants, dans les écoles, dans les administrations ou dans les entreprises pour faire un service sanitaire de 3 mois, dans lequel justement on aura un grand plan de prévention. Et pourquoi on fait ce plan de prévention? Parce qu'on se rend compte que finalement en France, on a un sujet on guérit très bien les gens. On a un hôpital public qui est relativement performant en dépit de toutes les difficultés qu'il rencontre. On a des prestations qui sont assez bien remboursées et même s'il y a encore trop de gens qui ne se soignent pas pour des raisons financières, on est quand même un des pays très performants en termes de soins. Mais souvent, on attend que les cancers se déclarent, que les pathologies deviennent graves ou que, par l'effet de ce que je vous décrivais, parce qu'on ne se soigne pas à temps, les gens ont des traitements lourds ou qui nécessitent une prise en charge importante. Et pour cette raison-là, le grand plan de prévention qu'on prévoit, alors prévention sur des risques ou des difficultés du quotidien, comme vous l'écrivez sur le pass contraception, prévention sur des grands risques, sur des détections de cancer, comme je le décris dans mon exemple, mais du moins qui est une prévention qui est intégrée et qui influe toutes les sphères de la société, et notamment les écoles. Très bien, je vais relaisser la parole à Quentin. Merci. Alors, troisième temps de ce live jeunesse où vous avez pu déjà, qui nous écoutez, voir les différentes propositions du candidat Emmanuel Macron, représenté par Sacha Houlié, sur un certain nombre de questions travaillées au sein du Forum français de la jeunesse ou sur lesquelles vous avez pu répondre ou proposer des questions directement sur les réseaux. Maintenant, je vais proposer à Sacha Houlié de participer à un troisième exercice qui est celui de la carte blanche, de pouvoir nous dire quel sujet il a choisi de présenter et de pouvoir exposer les principaux enjeux de la mesure qu'il propose, donc une mesure originale proposée par Emmanuel Macron. Alors, j'ai choisi de défendre le service national obligatoire. Pourquoi j'ai choisi de défendre cette mesure? D'abord parce qu'il faut l'expliquer et parce qu'elle n'est pas nécessairement comprise par tous. Cette mesure, c'est une façon de redonner du sens à la société qu'on vit en commun. C'est une mesure qui permet aussi de répondre au grand enjeu que j'ai décrit tout à l'heure, qui est le terrorisme, qui est la sécurité et la sécurité collective qui est la nôtre. Et cette mesure, c'est la façon dont on va dire que, on va recréer du sentiment commun, où on va expliquer qu'est-ce que finalement être dans la nation française, être finalement
au fait des enjeux de défense qui sont les nôtres. C'est une mesure aussi qui participe à un objectif qui est celui de la mixité sociale, en mélangeant finalement tous les jeunes de tous les horizons différents et qui pendant un mois pourront partager un objectif commun qui est celui des valeurs de notre nation. Et puis c'est un objectif qui permettra de réaliser des rôles sociaux. D'abord la détection des difficultés qu'on ne fait insuffisamment dans le cadre de la JAPD qu'on connaît aujourd'hui. Ensuite, la façon dont on pourra faire, on essaiera peut-être de faire passer le code à l'ensemble d'une classe d'âge, et puis la façon dont on fera passer aussi le brevet de secourisme à tous les concitoyens de notre génération qui y participeront. Cette mesure, elle ne s'oppose pas au dispositif qui existe. C'est-à-dire que les gens qui auront choisi et qui pourront le faire, puisqu'on va le renforcer, les services civiques, se verront aménager leur temps, et ce sera une définition qu'on conduira dans les 6 premiers mois du quinquennat de quel doit être l'aménagement ou finalement la coordination entre service civique et service national. Et cette mesure, elle n'est pas militariste, elle est citoyenne. Et donc c'est la raison pour laquelle on a choisi, pour redonner du vivre ensemble et du sens à la société dans laquelle on s'inscrit, de créer le service national obligatoire, pour une durée d'un mois à partir de 18 ans. Merci Sacha de nous avoir présenté cette proposition. Alors nous arrivons à la fin du live jeunesse. Je vais rappeler du coup que nous avons écrit ces 22 propositions que vous pouvez retrouver sur notre site. Vous pouvez aussi retrouver certainement sur le site d'Emmanuel Macron, sur les différents sites, et sur le site des jeunes avec Emmanuel Macron, les propositions que tu as pu présenter jusque-là. Je vais aussi présenter notre charte des engagements que nous allons te remettre à la fin de ce live. Alors il s'agit de 3 engagements que nous proposons de signer au candidat Emmanuel Macron pour la jeunesse. La première, c'était de mettre au cœur de sa campagne présidentielle l'enjeu de jeunesse. La deuxième, c'est d'instaurer un plan quinquennal pour améliorer les conditions de vie des jeunes. Et le troisième engagement, c'est de permettre, si Emmanuel Macron était élu lors des élections présidentielles, tout au long de son mandat, permettre aux jeunes de s'exprimer quand les sujets les concernent, voilà, en faisant participer l'ensemble des jeunes et des organisations de jeunesse. Donc voilà, je te remets les 3 engagements. Alors c'est des engagements qui sont conformes à notre projet, hein, à l'évidence. Cela dit, moi je le signerai bien en mon nom, mais c'est pas en mon nom que vous voulez que je le signe, c'est en celui d'Emmanuel Macron, et pour ça je solliciterai quand même préalablement son avis. Très bien. Eh ben, merci beaucoup Sacha d'avoir participé à ce premier Facebook Live. Il y en aura d'autres avec les autres représentants des candidats. Notamment le prochain aura lieu avec Charlotte Girard, qui est représentante de la France Insoumise, qui va nous parler du programme Jeunes et pas que de Jean-Luc Mélenchon. Et ce débat-là aura lieu lundi prochain à la même heure, et donc vous pourrez continuer